Tous les dirigeants de n'importe quel art martial, leur art martial est le meilleur. Et ils détiennent la vérité. Et le MMA justement, ça a prouvé, ça a montré ça, qu'il n'y a pas de vérité, que pour être le combattant le plus fort, il faut être compétent dans toutes ces disciplines justement. Avec le recul, en prenant de l'âge et de la maturité, je me rends compte que l'UFC tel qu'il était pratiqué il y a presque 15 ans en arrière, c'était pas possible. Moi, je combattais aux États-Unis en 93 en kick et j'ai vu l'UFC 15 jours après. Je me suis dit, je veux faire ça. En 94, un mec il m'a envoyé un magazine, Black Belt Magazine, j'avais envoyé un CV. À l'époque, j'avais 20 piges. Je disais, je veux faire l'UFC. Tu vois, et j'avais envoyé mon CV à l'UFC déjà en 94. Televised mixed martial arts started in 1993 with the Ultimate Fighting Championship in the United States. And then it was style versus style. Now it is no longer style versus style. It is man versus man. You have to know all the styles. C'est pas tant les règles qui faisaient qu'il y avait des combats aussi sanglants, c'est le niveau de la différence de niveau. Le but, c'était pas de se faire opposer de deux personnes de même niveau. C'était faire opposer deux personnes de sports différents. On s'en foutait de savoir le niveau. Le but, c'était de savoir qui était le plus fort. Et je peux comprendre que ces images-là soient violentes. Et elles sont violentes, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il n'y a aucun bagage technique, il y a rien du tout. Il y a un homme qui se fait complètement dominer, qui ne sait pas se défendre, en plus de ça. Donc c'est de la boucherie. Là justement, ça se voulait complètement ouvert. Donc l'arbitre était vraiment là, on sentait l'arbitre là pour éviter qu'il y ait un meurtre, quoi. C'est un peu fort, mais c'était carrément ça. Ce qui a été hyper impressionnant à ce moment-là, c'est que on arrivait avec une technique qui était le jiu-jitsu brésilien, qui était des techniques de sol, que du sol,
que personne ne connaissait, à part vraiment les initiés, personne ne connaissait. Personne ne pouvait imaginer que le fait de travailler au sol, c'était quelque chose d'efficace. Je crois que même les gens qui faisaient de la boxe, ça, ne savaient même pas que ça pouvait exister, à mon avis. Et donc ça a été vraiment une révolution dans les arts martiaux. Pour moi, c'est un truc que je voulais faire parce que c'était une discipline ouverte où tu pouvais utiliser plusieurs techniques et j'étais plus excité par la compétition elle-même qu'autre chose, j'étais pas fan. C'est un des tournants du MMA, le fait qu'on puisse avoir plusieurs catégories. À la base, le MMA, c'était du open weight, du toute catégorie, ce qui était impensable, puisque on avait de très bons techniciens légers et de très gros bourrins poids lourds. Donc à la fin, on avait le choix, on avait quasiment à chaque fois une finale, bourrin contre technicien. Et au bout d'un moment, les bourrins ont commencé à devenir un peu plus techniques. Et on a vu que le open weight ne pouvait pas durer, puisque quoi qu'il arrive, quand un bourrin est aussi technique, un poids léger ne peut pas rivaliser. Les tournois d'arts martiaux, ça a toujours été dans l'air du temps. On peut regarder les plus vieux films d'arts martiaux, c'est des challenges entre école contre école ou style contre style, Opération Dragon, toutes ces choses-là, ça a toujours été. Celui qui a aidé à la production de l'UFC, c'est aussi celui qui avait fait Conan le Barbare, donc tout de suite, les gladiateurs, etc. C'était pour faire du show, justement, pour montrer des combats, du sang à la télévision, et ça marchait, ça faisait de l'argent. Mais le sport n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est un sport. Ça, c'est du spectacle. Plus de 10 ans après, maintenant, 15 ans, c'est du sport. For Jess. Il y a des gens qui vont dire du combat en cage. Du combat en cage, c'est rien du tout. Une cage, c'est qu'on met des poules. C'est ce qu'on appelle un octogone. Donc c'est pas un ring, c'est un octogonal. Lorsque les combats au début se faisaient sur des rings, lorsqu'on vient avec des projections, on peut passer à travers les cordes, tomber en dehors du ring, donc ce qui peut être dangereux. Et donc du coup la cage, elle n'est pas là pour seulement le show, le spectacle, etc. mais surtout pour préserver l'intégrité des combattants. Voilà, les épaules vers l'arrière. Ouais, les épaules vers l'arrière. Le MMA, c'est clairement le sport de combat le plus réaliste et le plus efficace qui soit. Vraiment le sport, l'affrontement, la compétition ultime. Celle qui met un homme en face d'un autre et un homme en face de lui-même aussi. On a des règles qui n'ont plus rien à voir du tout avec le manque de règles. À partir du moment où ils étaient acceptés dans le Nevada, qui était le lieu des plus gros événements de boxe anglaise d'ailleurs, il était normal qu'ils prennent un peu, je parle de boxe anglaise, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont pris un petit peu le chemin au niveau marketing de la boxe anglaise pour mettre les combattants en avant, essayer de communiquer autour d'eux. Ils se sont rendus compte en plus derrière les arts martiaux, il y a toutes sortes plein de valeurs qui font que ça peut attirer également les annonceurs. Hier, l'UFC a été banni. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'UFC. Et d'ailleurs, les gens ne disent pas MMA aux États-Unis, ils disent UFC. L'UFC, c'est devenu le nom générique de la discipline. En fait, lorsque je suis rentré dans le combat libre au début en Angleterre, pour moi, c'était plus un challenge personnel qu'autre chose. Donc, je ne recherchais pas la carrière. Faire l'UFC, ça me faisait rêver parce que c'est ce que j'avais voulu faire depuis 1994. Mais bon, je me suis jamais dit, je vais pouvoir le faire parce que c'est le top du top. En fait, ce qui se passe en France, c'est que c'est le CSA qui interdit la diffusion de MMA ou de combat libre à la télévision. S'il n'y a pas de promo, il n'y a pas de sponsor, pas d'argent, pas de show professionnel. Donc, l'absence de diffusion qui empêche toute l'économie. Quand on est combattant, aujourd'hui, c'est très très difficile de vivre du MMA parce que clairement, pour vivre du MMA, il faut pouvoir combattre régulièrement. Il n'y a pas un combattant français, c'est difficile de trouver des combats. Je combats, je manage mes combattants et je donne des cours. Donc j'en vis avec les 3 casquettes cumulées, manager, entraîneur et compétiteur. C'est pas évident, des fois c'est même très dur. Mais bon, quand on est passionné, après, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais peut-être choisi du foot ou un truc comme ça, du tennis. On est parmi les meilleures nations dans les sports de combat.
on a un socle de formation dans les sports de combat qui est très très fort et très très rigide. Ce qui fait que les gens qui vont sortir par exemple en MMA, c'est des gens qui ont bénéficié justement de toute l'infrastructure et de tout ce patrimoine français dans les arts martiaux, dans les sports de combat et dans les entraîneurs qui sont d'excellent niveau pour former justement ces combattants. En France, beaucoup de combattants font la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leurs élèves et ils donnent des cours dans les salles, etc. Il y a deux choses bien différentes, c'est-à-dire qu'en France, lorsque tu es professeur et tu es qualifié, tu peux avoir des salles gratuites. Donc à la base, ça ne te coûte rien de pouvoir enseigner. C'est-à-dire que moi, cette salle-là, ça me coûte 1200 livres par mois. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que moi, c'est un business. Si je ne fais pas d'argent, je suis dans le jus. En fait, le seul avantage que j'ai par rapport à la France, c'est que c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup maintenant de shows de MMA. Maintenant, ce n'était pas comme ça il y a de ça 6-7 ans non plus. Hein. Mais maintenant, il y a des shows presque tous les 15 jours. Donc, moi, je peux combattre ou faire combattre certains de mes élèves quand je veux. Tandis qu'en France, ils galèrent, il faut qu'ils viennent jusqu'ici. Il faut que les promoteurs veuillent payer leurs tickets, etc. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est plus difficile. Donc tôt ou tard, il y a une réalité qui va arriver, c'est que les États-Unis, le Japon, enfin tous les autres pays sont en train de se faire un fric fou avec ce sport, parce que c'est clairement un des sports de l'avenir. C'est le sport de combat en tout cas de l'avenir. Et tôt ou tard, il y a une réalité financière qui va pousser certaines personnes à prendre certaines décisions. C'est pas avec 3 000 € qu'on va vivre ici en combat tous les 2 mois, quoi. Donc il faut non seulement rentrer dans une grosse organisation, et en plus faire ses preuves dans cette grosse organisation pour commencer à être un personnage incontournable, un des combattants incontournables de cette organisation. Et pour pouvoir susciter assez d'intérêt pour qu'on veuille vous faire combattre régulièrement, attirer les sponsors et que la prime monte. Il y a le personnage qui est le Joker, il y a Jess qui est moi dans la vie de tous les jours, il y a Jérôme qui est le gamin qui se faisait taper, qui était un petit peu faible mentalement et qui est dans le passé. Mes parents, ils n'ont jamais eu trop d'argent, mais mon père et ma mère ont eu l'un des premiers magnétoscopes. Donc les machins, c'était comme as, tu vois, des gros boutons orange pour que tu sais bien séguer les tabacs comme ça. Et nous, on allait au vidéoclub et c'était simple. À l'époque, au vidéoclub, il n'y avait que René Château ou René Château. Donc c'était Bruce Lee, Vendredi 13, Zombie et les Jean-Paul Belmondo. Il y avait un petit vidéoclub dans le coin et j'ai demandé à bosser pour eux gratuitement. Donc le mec a accepté, je bossais gratuit, j'allais là-bas tous les mercredis, tous les samedis et je faisais un petit peu de taf pour lui et au fur et à mesure il a pris confiance et des fois il me laissait le magasin. Et en contrepartie j'avais le droit de prendre des cassettes gratuites et tout et il faisait des locations de magnétoscopes mais aussi de caméras. Donc je prenais la vidéo caméra et parce que nous on pouvait pas se la payer, tu vois. On s'achetait des cassettes, bon on mettait ça dedans, et genre on faisait nos petits films de Van Damme là, donc genre allez vas-y prends-le. Aïe, Vas-y, à ton tour. Et nous, on faisait ça. Donc il y a toujours un qui fallait qu'il fasse le grand écart. Attends, vas-y, bouge pas. Là, attends, je vais faire mon premier truc. T'es prêt? Ouais. Merde, j'ai merdé, faut le refaire. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une cassette, on la filmait, on mettait la cassette dans le magnétoscope, on la met dans la télé et on refilmait la télé où c'est qu'on faisait des bruitages derrière. Pa! Pouf! Like that. Et on mettait la musique par l'air et tout, on faisait des trucs tout cassés quoi. Donc c'est pour ça que d'un côté je mettais des coups de pied comme Bruce Lee et de l'autre côté je mettais une claque de temps en temps comme le bébé quoi. Tu nous fais chier. J'ai une époque où si je rentrais sur le ring, j'étais comme ça, c'est grand mec, je voulais faire peur et tout. Plus maintenant. Comme mon dernier combat contre Ross Nelson, je regarde, je rentre, même quand je suis au début du combat, je regarde par terre. Quand ça fait ding ding, je suis parti et je fais mon boulot, c'est tout. Moi je suis un mec sympathique, je peux te combattre, je vais te serrer la main, je vais te pépère. Et j'ai toujours été bien avec Ross Nelson et tout ça. Mais bon pareil, c'est un mec costaud, super balèze et tout, il a essayé de me mettre un petit coup de pression. Moi j'étais ici pépère, je rigolais, je voulais lui serrer la main et tout. J'étais là, tu me vois la Wayne et je le regarde. Et là genre il joue le bad boy. Donc je l'ai regardé pareil. J'ai changé. Mon visage il a fait Vouf. Et genre ça l'a choqué. Et pareil, j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait un doute. Et aussitôt que je vois qu'il y a un doute dans les yeux, c'est là que ça me gonfle. Et là je sais que le lendemain je vais être là quoi.
À 9 ans, je l'ai foutu au judo avec sa sœur. À la première séance, le mec il m'a dit bon, la fille elle est combative, mais le gars, c'est pas la peine. Je pense que moi j'ai été fait pour faire des sports de combat. J'ai aucune aptitude physique, je suis pas un super athlète, mais j'apprends les techniques très facilement. Et j'apprends beaucoup tout seul. Je dirais que 70% de ce que je fais, je l'ai appris tout seul. Donc j'ai une aptitude. Et donc heureusement qu'un jour, j'ai mis un pied dans un club de boxe thaï et j'ai continué à le faire. La plupart des mecs ne s'entraînaient pas, on n'était pas beaucoup d'entraînement, on était 5-6, on gelait les meules là-dedans. Et la plupart des KO je me suis pris, c'est un entraînement par les mecs qui avaient 2 fois mon âge. Je me rappelle la première fois que j'arrive là-bas, il y avait un mec, c'était un ancien légionnaire. Moi je voulais jouer le show, j'ai mis un coup de pied retonné, il est venu, il m'a mis une grosse droite dans la gueule, il m'a mis KO. J'avais 15 ans. Bah disons que je crois que ça a été bon aussi. C'est qu'un gosse, bon, quand t'es dans les quartiers comme ça, un gosse qui a une passion, qu'un machin, c'est une grande chance, quoi, je veux dire. Parce que bon, Jérôme, il vivait que pour ça, quoi. Mais moi à l'époque, je faisais ça juste pour m'amuser, quoi. J'ai jamais dit, même à l'époque, je veux combattre, je veux devenir ceci, je veux devenir champion du monde. Pour moi, c'était pas possible. Tu sais, quand tu vis dans des quartiers comme ça, les gens ils disent que t'es une merde et que tu feras jamais rien. Donc pour toi, tu t'imagines toujours que tu peux pas. Que si un jour tu veux devenir champion de kick ou champion de boxe thaï, faut habiter à Paris, faut être dans un gros club, faut faire ceci. Tu t'imagines pas que toi, dans ton petit patelin, tu peux devenir champion du monde. Et en fait, tu peux, mais il y a personne pour te le dire. Moi, je me rappelle, Jérôme, de tout petit, il me disait, mais moi, je pourrais jamais admettre de faire boulot dodo, quoi. C'est pas possible. Pour lui, c'était le sport, et puis je me disais, mais il va jamais pouvoir arriver, il y a tellement de monde qui le fait, et tout ça. C'est comme un gosse qui veut devenir chanteur, ou tu vois, comme ça. Mais ce qui me poussait à aller à l'école, c'était les minettes. Il y avait toujours une petite mignonne à droite et à gauche, et en fait, j'allais à l'école juste pour ça, juste pour draguer, moi. Sinon, j'aurais arrêté encore plus tôt. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais comme sport, alors dans ma tête, je me dis, je regarde la tête de la personne, je me dis, bon, je lui dis que je fais du MMA, je lui dis que je fais de la boxe thaï, du grappling, qu'est-ce que je lui dis? Bon, après, si le mec a une tête plutôt jeune, je lui dis, bon, bah, je lui fais du MMA. Et la plupart du temps, on me sort, c'est quoi le MMA? Et là, je dis, bon, bah, je fais du free fight. Ah, ok, d'accord. Oh là là, c'est un sport de ouf, ça, mais t'es bien dans ta tête et tout. Ah, tu fais ça, t'es un malade. Ouais, j'entends vraiment ça, quoi. Donc c'est clair que tout de suite, on essaie de rassurer. Et j'ai même des gens qui me connaissent et qui me tiennent ce discours, quoi. Des gens avec qui j'étais à l'INSEP, donc des athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines. Pour eux, je suis un malade, je suis un fou furieux, quoi. Au début, c'est marrant parce qu'on dit ouais, c'est super, on me prend pour un ouf, on me prend pour un gladiateur, mais après, t'as l'impression surtout qu'on te prend pour un con. On arrive avec des slams, on arrive avec des clés de bras, des étranglements, on arrive avec des coups de genoux sautés à la tête. C'est clair que un judoka de base, il nous voit arriver, il faut qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ouf. Sauf que c'est ça les vrais arts martiaux. Il y a une grosse différence, c'est que l'MMA est devenu vraiment mainstream en Angleterre. C'est-à-dire que moi, sans me la raconter quoi que ce soit, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. J'ai des 50 piges qui viennent me voir dans le métro, qui viennent me serrer la main. Oh, j'ai vu le combat UFC. Donc ceux qui ont regardé sans connaître, ils ont juste vu 2 personnes qui se roulent par terre et qui se mettent des coups. Et c'est clair que quand on n'a pas l'habitude de ce contact au sol et des techniques de sol, on ne comprend rien. Il y a une phrase je crois qu'on a tous entendue, c'est en France en tout cas, j'imagine que c'est pareil ailleurs, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un au sol. C'est une espèce de phrase qui est là et qui est comme une espèce de règle. Donc pour les gens, taper quelqu'un qui est à terre, je crois que c'est vécu comme de l'humiliation ou une surdomination. Ça veut dire qu'une fois qu'il est au sol, t'as pas besoin de le frapper. Si tu le frappes, c'est que t'es un connard, quoi. Ça, c'est un truc qui reste dans la tête des gens comme étant sale, comme étant... ça se rapproche du combat de rue, ça se rapproche de quelque chose qui est lâche. Et c'est ça qui choque les gens, c'est que comment ils peuvent continuer le combat quand ils sont au sol? Ah mon Dieu, mon Dieu. Même si les frappes au sol sont beaucoup plus impressionnantes parce que la personne peut peut-être pas trop bouger, parfois dans certaines positions, etc. En fait, les frappes sont beaucoup moins importantes, font beaucoup moins mal et ont beaucoup moins d'impact que lorsque le combat debout. Et on voit très rarement des KO dus
au ground and pound et on en voit beaucoup plus debout par contre. La technique permet justement, quand on est en dessous au sol, en étant frappé, d'avoir plein de solutions pour retourner la situation. Et que justement, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à se défendre dans ces positions-là. Et que c'est pas parce qu'on est au sol sur le dos qu'on est en danger. I don't like to compare MMA with other combat sports. However, the obvious comparison comes of comparing mixed martial arts with boxing, whereas the one aim of boxing is to punch your opponent, generally to the head. And this, even to someone not medically minded, is going to cause damage to the brain. Okay, the most important, or one of the most important organs of the body. In a 12-round boxing match, you'll probably get punched maybe 500 times in the head. And boxers' punches, okay, they're trained to punch extremely hard. Okay, so their punches are damaging. The concussive, the spread of a boxing glove makes those punches a lot more concussive. It shocks the head. An MMA fist, okay, is much smaller, 4-ounce glove. During an MMA bout, you may get punched a maximum of 50 times. Moi, j'ai tiré en boxe live. J'ai combattu en boxe live, j'ai combattu en kick, j'ai combattu en shootboxing, j'ai combattu dans tout ce qu'il y a là-bas. Et physiquement, il n'y a rien de plus dur que la boxe live. La boxe live était là, il faut que tu fasses 5 rounds, il faut que tu te prennes des low kicks, tu vas te prendre des coups de coude, des coups de poing. Tu as fini ton combat pendant 3 jours, tu marches plus. En combat libre, en 2 minutes, ça peut être fini. Et en plus, le but du MMA, c'est pas forcément de mettre KO. Il y a tellement de manières de finir le combat que finalement, on se retrouve assez, c'est abusé s'il est assez protégé, mais je compare avec la boxe anglaise ou la boxe thaïlandaise ou même le kickboxing. The majority of mixed martial arts bouts finish by submission. Okay, that's a simple fact. If a fight does end by KO because of the lack of padding maybe on the actual MMA glove, okay, that's only one blow. The medical cover that I've witnessed in just about every single mixed martial arts promotion I've worked on far exceeds that of any amateur combat sport, kickboxing, Thai boxing, boxing, and in fact most professional boxing events that I've witnessed don't have the level of care and responsibility that mixed martial arts promotions apply to shows in the UK that I've seen. Le regard des gens aujourd'hui, il change pas, il évolue en fait, il évolue tout doucement parce que tout doucement ça commence à faire son chemin, que la discipline a changé, que les gens se renseignent, mais c'est vraiment tout doucement en France, je parle en France. Qu'il y ait des craintes, c'est tout à fait normal. Maintenant, d'un côté, il faut se renseigner sur ce qui se passe quand on donne un jugement, et de l'autre côté, nous qui sommes issus de ce milieu du MMA maintenant, on doit montrer qu'on a les compétences et on a tous les moyens nécessaires pour que ces disciplines se passent comme n'importe quel autre sport, avec des gens qui sont compétents pour entraîner, des gens qui sont compétents pour arbitrer, et voilà, et tout se passera très bien. Moi, j'étais en Angleterre là, je voyais les pubs de Noël, des Pères Noël à la télé, etc. Ça me faisait aucun effet. Pour moi, c'était pas Noël. Pour la tranquillité de tous, vous êtes invités à passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. Nous vous rappelons que les voitures de 21 à 18 sont à destination de Bourges Terminus. Le seul Noël qu'il n'a pas passé à la maison, il m'a téléphoné des États-Unis, il m'a dit maman, jamais plus de ma vie, je repasserai un Noël en dehors de la maison. Et c'est vrai que depuis, on a toujours fait Noël à la maison. Tous les ans, il faut que j'aille voir ma famille, faut que j'aille voir. C'est là que je me recharge, c'est là que il faut que j'aille voir ma famille pour Noël.
Et c'est vrai qu'il téléphone une semaine avant, il me dit bon t'as bien acheté tout ça là. Il arrive, il dit bon t'as fait les courses. Et là quand il commence à sentir que je fais la bouffe, là c'est bon ça va. Elle passe toujours toute sa journée dans la cuisine, à faire la popote et tout ça. Et hop, on va faire un petit tour dans la cuisine. Oh, on va manger un petit truc qui traîne, on se prend une claque sur le coin de la gueule. Bah, arrête de manger ça, tu vas plus manger à la table et tout ça. Et c'est vraiment ça Noël, tu vois, c'est vraiment ces trucs-là. Donc tous les ans, il faut qu'à Noël, j'aille à Bourges, aller voir ma mère. Merci Baboune. Comment je sais plus trop. Là-bas, il y en a encore des gros là-haut là. Celui-là là. Ouais, celui-là, ouais, celui-là. Il y en a qui diront, oh t'as eu un gosse à 15 ans, machin, c'est un accident. Moi ça m'horripile parce que franchement c'est un gosse que j'ai voulu quoi. Moi je voulais absolument un enfant. Non, j'ai pas pris le bon père, mais bon, ça je ne le savais pas à l'époque. J'ai des souvenirs que je voyais mon père et ma mère se foutre sur la trogne, qu'ils étaient dans l'arrière machin, que lui il vient, vas-y donc, lui il casse une bouteille sur la trogne, qu'elle apprend la machine à écrire, elle les fout machin, elle les fout sur la trogne, tout le monde commence à saigner, t'as ton père et ta mère qui se foutent comme ça, comme dans un bar, et d'un coup la mère qui est fermée dans la chambre, d'un coup t'as le père qui se retourne vers toi. Dès qu'il est né, tu vois, il est arrivé à la maison, il pleurait, à partir du moment lui où il voulait faire sa chose, tu vois, s'est levé, il a mis une claque à Jérôme, il avait 8 jours déjà. Je suis arrivé chez mes parents, elle en avait 20 mois. Mon père il a pris le fusil, il a dit tu recommences, il dit je te tue. Moi je demandais qu'une chose, c'était que mon père il vienne et qu'il m'embrasse, tu vois, on partir à l'école. Ça aurait été un truc, tu vois, qui m'en fait plaisir, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Moi c'est ça, mais... S'il n'était pas sous ses yeux, il arrivait à l'oublier, tu vois, mais si peu qu'il passe, c'est furtivement et tout. Jérôme, viens là. T'as pas tes chaussons là. Et allez, bam, je t'en fous une. Comme ça, juste comme... Mais bon, après, moi je disais plus rien et tout. Puis après, t'as la peur, t'as machin, tu sais, tous les machins. Puis un jour, bah t'en peux plus. Et puis, le coup qu'il raconte de la machine à écrire, bah ça a été le dernier coup. J'ai dit là, on arrête parce que sinon c'est pareil, on va s'entretuer. Et le pire, c'est qu'on habitait pendant 6 mois au foyer Saint-François, tu vois. On était avec des SDF, le machin, on arrive d'une prison, tu vois. On arrive là-dedans, le premier soir que j'arrive, on était dans une grande pièce comme ça. Et ils nous ont fait des pâtes qu'ils n'avaient pas goûté avec des cubes dedans et des légumes qu'ils avaient récupérés des fins du marché. Et ils nous foutent ça, t'as des SDF autour de toi et tout, et tu manges. Et après, tu rentres dans la chambre, il fait froid, il n'y a pas de télé, tout ça, on dirait une chambre de prison, tu vois. Et je me rappelle, ma mère, elle me regarde, elle a fait, bon, on fait quoi, on rentre ou on reste? Et je fais, non, on reste, parce qu'on s'en prenait trop dans la gueule, tu vois. Donc, et après, quand on est venu ici, bah, par rapport au foyer qu'on arrivait ici, c'était la classe. Pour moi, les quartiers, c'est des colonies de vacances, quoi. Tu galères, mais si tu te bouges le cul et tu essaies de travailler, t'as des options. Avec là, t'as pas d'option. Tu rentrais, tu faisais défoncer à la maison, tu voyais ta mère se faire défoncer, tu vois, ça t'avait rien à voir, quoi. Il faut qu'il y ait une crainte. Un enfant qui n'a pas de crainte, regarde, tu vois ce que ça donne à l'heure actuelle. Tu vois ce que ça donne? Bon, moi, il n'y avait pas de père, mais je peux te dire que je servais des deux. Et le jour qu'on s'est séparés, quand j'avais 14 ans, quoi, c'est là que j'ai commencé à prendre du poil de la bête. C'est là que j'ai commencé. Et là, je suis devenu un petit peu l'homme de la famille. Et c'est là que, en fait, tu vois, c'est tout un petit peu ressorti, tu vois. Je me sentais un petit peu responsable de tout le monde, etc. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de la maturité, que je suis devenu un petit peu plus agressif, etc. Bah peut-être parce qu'il a pris aussi des pêches étant petit, il a pas su les rendre et puis il savait pas comment qu'on pouvait rendre des pêches sans être agressif et qu'il y ait de la méchanceté. Mais moi, ce qui me faisait plus peur, c'était pas de me faire attraper, c'était pas les flics qui me faisaient peur, c'était les mecs qui voulaient me défoncer. Tout ce qui voulait me faire, c'était ma mère. Il disait maman, elle me cherche au commissariat, elle me tue, moi. Et en fait, c'est là que j'habitais, moi. Le C, là. Et moi, j'habitais tout en haut, là. Le dernier bâtiment tout en haut. Dans cet HLM, là, j'avais acheté un sac de frappe qu'il avait fallu mettre au plafond et tout. Et quand je le voyais s'entraîner, ben, c'est vrai, déjà là, je fermais la porte. J'ai 4 sœurs, donc j'ai grandi autour de beaucoup de femmes. Je pense ici, ça ne serait pas arrivé. J'ai encore ces souvenirs de mon père, je serais peut-être un mec violent. Mais justement, parce que j'ai grandi autour de beaucoup de femmes comme ça m'a changé aussi beaucoup d'état d'esprit. Maintenant t'es casé, t'es remarié, je m'en vais. Et oui, t'en vas aux États-Unis. C'est pas la porte à côté quand même. Je pense que c'est un globe-trotteur. Je pense que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de MMA en France qu'il est parti à l'étranger. Je pense que c'est un aventurier. Les States, ça te fait rêver. T'as envie de partir aux États-Unis, t'as envie de partir à Los Angeles, tu vois, d'aller sur la beach, les palm trees, tu vois, les blondes et tout, t'as envie de partir là-bas, tu vois. Ce qui m'avait le plus impressionné, franchement, c'est quand t'as dit que je veux partir aux États-Unis.
J'ai dit, mais tu connais un peu l'anglais? Tu m'as dit oui, yes and no. I must admit that your English is probably better than mine. Yeah, you know, yeah, I would say so. I mean, you don't speak English, you speak American. Bada boom. C'est quelqu'un que j'avais déjà qualifié de globe-trotteur du MMA, quoi, d'un mec qui fait le tour du monde pour s'améliorer, pour pratiquer le sport qu'il aime un peu partout, quoi. En fait, je combattais à Houston, Texas en 1993. Tout le monde parlait de ce show qui avait eu lieu il y a 2 semaines avant, l'UFC, des mecs qui s'étaient appelés dans les cages, c'était incroyable. Donc, 94, il y a un ami à moi qui m'envoie un magazine, aussi qui a une annonce dessus, on recherche des combattants de tous styles différents pour l'UFC. Et je l'envoie et en fait, j'ai pas de réponse, quoi. Et il y a des gars qui organisaient des tournois de combat libre dans leur dojo. Parce qu'il n'y avait pas de fédé, il n'y avait pas comme maintenant, pas autant de shows, etc. Donc les mecs, ils faisaient ça un peu à l'ancienne, quoi. Et donc j'ai participé à un tournoi comme ça, un tournoi F4. J'ai gagné mon premier combat par KO. Et le deuxième, ça a fait égalité. On a fait un combat entre 30 et 40 minutes. C'était pas beau du tout. On se prenait par terre, on n'y connaissait rien. Et j'ai fait égalité au deuxième. Et donc je travaille dans les boîtes, mais franchement les trucs, c'est vrai, tout droit sorti des films de Chuck Norris. Des trucs, tu rentres là-dedans et les mecs, ils avaient les sombreros, les grosses taches moules, les tatouages. Et moi, le petit blanc, tout cuss à l'époque, j'avais 20 piges, tu vois, je faisais 70 kilos tout mouillé. Tu vois, j'étais sécurité là-dedans. Alors t'imagines que tous les mecs, c'était genre, tu rentrais pour bosser, et c'était comme dans un film. Tu rentrais là-dedans et t'avais tout le monde qui faisait. Et qui me regardait. Et je me chiais dessus, mais grave. Mais il fallait bosser. Et un jour, il y a une histoire avec des gangs, et ça a commencé à pistonner, à tirer dessus, etc. Et il y avait un môme, il était à 20 mètres de moi, et j'ai vu bam bam, il s'est fait tirer dessus. Le môme, un petit Mexicain, quoi, un latino, quoi, de gang. Et le mec, il est tombé raide mort juste devant moi. Boum, comme ça. 2 balles dans le buffet. Et j'ai regardé ça, le lendemain, je fais, tu sais quoi, c'est fini, je vais plus bosser. Ouais, ça crée un personnage, tu vis beaucoup de choses dans ta vie, non pas seulement mon enfance, et puis bon la violence de mon enfance, le divorce, vivre dans la galère, vivre dans la rue, hein, avoir pas vraiment de thunes, finir les 10 derniers jours du mois à bouffer des céréales avec de la flotte, tu vois. Donc tout ça, ça m'a forgé, mais aussi tous les voyages, faire le tour, aller aux États-Unis, Hong Kong, Japon, bosser dans des trucs tout pétés, faire de la sécurité, encore une fois, bouffer de la merde, quoi. On est parti en Angleterre avec une petite équipe française et on a été surpris d'ailleurs de rencontrer un Français qui était déjà sur place. Enfin, mon premier combat professionnel, c'était impressionnant parce que c'était Moïse. Il fait 92 kilos et moi je faisais 85-86 kilos, quoi. Tout grassouillé en plus. Donc c'était mon premier combat, etc. Il venait d'une équipe, tu vois, de mecs qui tenaient la route. Il avait Jean-Marie Merchet, il avait Cyril Diabaté dans son coin, etc. Moi, c'était mon premier combat. Et lui, il avait déjà combattu auparavant en Hollande. Donc psychologiquement, parce que c'était mon premier combat et pour ces raisons, j'étais vraiment impressionné. Ils ont fait un combat avec les moyens du bord, encore une fois, parce que le niveau technique 7 ans en arrière, c'est pas le même qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les salles françaises. Ils avaient déjà pas mal d'expérience les deux et je pense qu'à l'époque ils faisaient partie déjà des fers de lance français, que ce soit Jess ou Moïse. I don't know if you know this, but Jez has been with us since Cage Rage 2, do you understand? Since right from the very beginning. A lot of these fighters just come in a few Cage Rages, but Jez has been with us right from the beginning, had a hard fight, never backed down from a fight. That's what makes a true fighter. From London, again making his debut at 79.4 kilos, the one and only Jess Leonis. Moi j'ai grandi avec le MMA en Angleterre, c'est-à-dire qu'au début il n'y avait rien et au fur et à mesure les shows commençaient à grandir et moi j'étais toujours là, moi j'étais au Cage Rage numéro 2. Donc j'ai grandi avec le MMA, donc ils ont dessus. Certains Anglais ne savent même pas que je suis pas anglais. Donc ils m'ont vu grandir avec le sport, ils m'ont vu non seulement, ils m'ont aidé à grandir en tant que combattant, mais j'ai aidé le sport aussi. Donc j'ai un grand respect en Angleterre et eux ils me voient en tant qu'anglais. Pour moi le combat c'était pour promouvoir ma salle,
C'est-à-dire, je combattais sans vraiment m'entraîner, sans vraiment me préparer, juste pour être en dessous de la lumière, pour dire à tout le monde, hey, oh, j'ai un club, venez voir parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange. Et donc c'était pour ça. Jusqu'au moment où j'ai changé, j'ai commencé à prendre tout ça au sérieux et à m'entraîner professionnellement. Et tu passes de 150 à 3000 personnes ou 7500 comme la dernière fois. Tu viens, tu mets un petit high kick, t'as 7000 personnes qui font waouh. À un moment j'étais sur une guillotine, je suis passé sur la guillotine, t'entends tout le monde qui fait wouh. Et ce genre de trucs ça fait délirer. 2 years ago, if we had 700 people at an event, or call it 1,000 people at an event, that was a massive show, the biggest show in the country, 1,000 people. Now we've got 10,000. The sport, the spectatorship has grown 1,000% in 2 years. Its popularity. You walk down the road and mention Ultimate Fighting, and the majority of people now have heard about it or know somebody who trains or fights somewhere. It's the ignorance is dying, the education is growing. So it's great for the whole sport. J'ai commencé à découvrir le circuit japonais, le pancrace, le shuto, etc. Et alors là, je suis devenu fan parce que les combattants étaient très très techniques, tous étaient bons debout, pied-point, lutte, et très très charismatiques. Il y avait beaucoup de show. Il est parti aux États-Unis, il est parti en Angleterre, il est parti en Thaïlande, au Japon. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans mon bagage technique. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je me suis dit, j'aimerais partir au Japon. Quand je suis arrivé au Japon, la première école que j'ai été, c'était Purebred avec Ensan Inoue. Ils m'ont très très bien reçu. Appris techniquement au Japon, mais encore une fois c'est les mêmes trucs. Tu arrives au Japon, tu apprends un rond, tu vis dans les guest house. J'habitais dans un machin, il y avait 20 personnes, on était 20. La chambre elle était plus petite que ça, c'est-à-dire que le lit il faisait la longueur de la chambre, toutes mes fringues étaient moisies tellement il y a d'humidité. Il y avait 20 personnes dedans, 20 chambres, tu avais une douche. C'est InSpirit qui ont commencé à m'équiper. Ils équipaient la plupart de mes idoles, Rumina Sato, Ayato Sakurai, donc pour moi c'était un honneur de pouvoir travailler avec eux. Le combattant qui sont intéressés par ma marque, c'est un truc qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a vraiment motivé à sponsoriser, à l'équiper. C'est pas évident de se retrouver dans une cage ou sur un ring avec des gens dans son coin qui ont manifestement moins d'expérience que toi, moins de savoir, ainsi de suite. Et c'est une question de confiance. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir, lorsque je combatte mes hommes de coin, c'est mes élèves. Donc c'est 2 gamins. Et les gens ils disent, c'est quoi, on a toujours l'habitude de voir des vieux brésiliens dans le coin, ou des mecs colosses, ou des mecs connus. Et toi, tu as 2 gamins dans ton coin. Et en fait, c'est mes 2 élèves, mes 2 meilleurs élèves, on va dire. That's because we're family. Oh yeah, that's why we do it. Jess does our corner, Dean does my corner, I do Jess's corner, Dean will do Jess's corner. We stick together, that's the best way to go. We know each other, we've been training together for like 4 years. We know each other inside and out. We train 6 days a week together, so we all know each other's moves and we know what we can do. I see more than I see my family. Yeah. True actually. In fact, he could be my brother. Can you see the resemblance? Je les ai aidés, je les ai construits, donc ils sont devenus des combattants à part entière, respectés, très très bons, très forts. C'est d'ailleurs les seuls mecs qui peuvent me mettre la pression à l'entraînement, donc mes meilleurs coéquipiers. C'est eux qui m'ont remis, je dois dire, un peu peut-être le pied à l'étrier en 96. J'avais perdu 3 combats d'affilée avec un nez cassé, j'avais plus la motivation, j'étais combattu au Japon, c'était n'importe quoi, je voulais même pas gagner. Et donc j'avais plus de motivation, les gens commençaient à dire ça y est, Jess il est fini, etc. Donc c'est eux qui sont venus me voir. On a fait une réunion, ils ont dit Jess, faut qu'on te parle, etc. Et dire c'est quoi, c'est fini, soit tu arrêtes de combattre, soit tu repars quoi. Des fois il y a de la malchance aussi dans ce
Bah maintenant c'est ça, hein, des fois tu as des coups de cul, des fois tu n'en as pas. C'est ça aussi le combat. En combat libre, il y a aussi un gros facteur de chance. Le pire du pire, c'est lorsque tu es crevé, que tu n'as plus de cardio, tu n'as plus de jus et que tu es dans une mauvaise position. Tu sais ce qu'il faut faire pour en sortir, mais tu n'as pas l'énergie pour le faire. Le mental, c'est la moitié du boulot. Tu peux être le meilleur du monde techniquement, si tu n'es pas prêt mentalement, si tu as peur, si tu n'es pas prêt à vraiment donner de meilleur toi-même, tu ne vas pas gagner un combat. Et je sais comment ça peut être déprimant lorsqu'on perd. Lorsqu'elle a vraiment envie de gagner, les choses ne se passent pas bien pour nous et c'est vraiment dur. Quand tu combats vraiment des gars qui tiennent la route, tu sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et parfois, dans le combat, c'est là que c'est le plus dur. C'est que tu te prends les coups, c'est que ça passe pas bien pour toi. Et tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de taper, de rentrer à la maison, j'ai plus envie d'être là. Et il faut vraiment passer ce moment et puis essayer de revenir au-dessus. Les défaites, ça ne me fait pas peur. Maintenant, il y a un moment dans ma carrière où j'avais plus de défaites que de victoires. Et c'est là que ça m'a vraiment réveillé. Je me suis dit, oula, il se passe quelque chose. Jusqu'à maintenant, j'étais un peu dans la rêve. Je perdais, mais je ne réalisais pas. Et à un moment, lorsque j'ai vu que j'avais plus de défaites que de victoires, je me suis dit, oh là là, je suis un mec, je suis comme tous ces mecs tout nazes que je vois sur les vidéos, qui n'ont pas de technique, qui n'ont pas de physique, etc. Donc je suis un peu dans le même groupe. Et c'est là que ça m'a vraiment réveillé. Je me suis dit, oulala, là là, il faut que je fasse quelque chose là. Bon bah voilà, c'est fait. Tu sais, c'est maintenant le plus facile quoi. Quand tu perds, c'est horrible, tu as envie de pleurer et tout. Et quand tu gagnes, c'est comme un orgasme. C'est pareil, tout s'échappe en fait. Tu as eu toute la pression qui rentre à l'intérieur, et là toute la pression, boum, à part. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui bat l'expérience en fait. Hein. Je suis meilleur professeur et meilleur combattant que je ne l'étais l'année dernière parce qu'on apprend toujours des techniques nouvelles, etc. Tu peux avoir des gens qui vont passer des diplômes de professeurs, qui vont avoir la théorie, mais qui ne vont pas vraiment avoir la pratique parce qu'ils n'ont peut-être pas fait de compétition ou ils n'ont peut-être pas une mentalité assez ouverte pour apprendre de nouvelles choses, etc. J'ai commencé à enseigner dans des grosses salles sur Londres. Et ça a commencé à bien marcher, surtout que je combattais ici et là et donc la réputation marchait bien. On avait des petits jeunes qui montaient, qui faisaient ce qu'il fallait aussi. Et puis là, j'ai ouvert ma salle il y a de ça maintenant presque 1 an et ça tourne très bien. Paul est revenu d'Australie, donc on enseigne tous les deux. J'ai 2-3 autres instructeurs, certains de mes élèves qui étaient parmi les meilleurs qui maintenant enseignent. Donc maintenant, c'est une école de MMA à plein temps et on enseigne 6 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont athlétiques génétiquement, ils peuvent rentrer dans un combat et ils font des choses que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas faire. Maintenant, enseigner, ça, c'est totalement différent. Et ça donne un plaisir totalement différent. Je suis content de gagner un combat, mais quand je vois mes élèves qui ont du succès, ça te donne un plaisir. Tu es fier, un peu comme un père qui a un enfant et qui arrive à faire quelque chose bien de sa vie. C'est un petit peu, c'est pas aussi grand que ça, mais bon, ça donne un petit peu plus ou moins l'idée aux gens. To the academy. Hey son, life's just not a game. So be a good boy, don't be a source of shame. His opponent fighting out of the blue corner from London, fighting out of the London Shoot Fighting Gym, simply known as Jess Rowan. Good, Jess. So it's speed, skill, strength, and stamina.
This is ring. Tout le monde était ouais, 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 et un low kick, ouais, ouais, et je prends un low kick, ouais, c'était comme ça. Moi je venais, bam bam, coup de pied sauté, etc. Tous les gens, waouh, waouh, waouh. Et dès le départ de ma carrière. Et vu que j'ai lancé des coups de pied retournés depuis que je suis tout petit, pour moi, j'ai pas besoin de plus d'énergie, quoi. Je balance un coup de pied retourné comme si je lançais un low kick, donc c'est pas un problème, quoi. Donc sitôt que je vois l'ouverture, coup de pied retourné, coup de poing retourné, ça rentre bien parce que comme je l'ai dit auparavant, généralement ils baissent leur main droite et hop, tu peux les avoir de distance. That's for sure. He's totally professional. Jess Loudon with a spinning back punch that drops Jenkins. Absolutely fantastic back punch. Le MMA, c'est clair que c'est un sport spectacle et on ne peut pas se permettre en tant que combattant aujourd'hui d'arriver sur le ring, de mettre le mec KO et de repartir au vestiaire sans qu'il soit passé autre chose. Il faut faire quelque chose, il faut faire du spectacle. Comme ça, si je regarde mon combat, même si j'ai perdu, j'ai pas honte. Et si tu fais un combat où tu amènes un mec au sol et tu dors sur lui pendant 15 minutes, je vois pas l'attirance, je vois pas ce qu'il y a. Ok, t'as gagné, mais les gens s'en foutent. C'est pas le genre de combattant que tu peux ranger dans une catégorie de particulière. On peut pas dire que c'est un striker, on peut pas dire que c'est un lutteur, on peut pas dire que c'est un grappleur. C'est un mélange de tout ça, comme devraient être tous les fighters de MMA, le plus complet possible. Et en plus de ça, il est imprévisible et il rajoute du spectacle. Il n'hésite pas à rajouter du spectacle, même si ça veut dire prendre des risques. So it is after 2 minutes and 27 seconds of the opening round. A win by ankle lock goes to the Frenchman, Jess Loudon. Takes the European belt and still has energy for more. Je prenais le téléphone, je regardais, production, machin, truc. Le 12, oui bonjour, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de la production, machin truc. Hop, il donne le numéro, je téléphone. Bonjour, production, machin truc, voilà, je m'appelle Patati, je voudrais faire une démonstration. Et les gens, je crois que c'est ma sincérité à imaginer, ça les choquait, genre. Tu vois, bon bah on vous rappelle, machin truc et tout. Et il me rappelait, bon bah ok, y a pas de problème. Et genre moi de mon patin, tout ça, 19 piges, je me trouve avec ma mère qui me conduise là-haut à Paris pour faire une démonstration au Disney Channel. Je me rappelle, il y a ma petite soeur Mélissa, avec quoi, 5-6 ans. Elle était avec moi, comme ça, moi je te fais une petite démonstration, avec mes nunchaku et tout ça. Fais-toi ton pied gauche. Serre tes cuisses. Serre tes cuisses, c'est bon. Je vais pour m'amuser, je vais pour faire du show, je vais pour voir 10-15 000 personnes crier, gueuler, wow, c'était super. Et moi, ça n'a rien à voir avec fight, tu vois. Moi, j'aime me châtaigner. Non, c'est pas ça du tout, moi, ça n'a rien à voir. He's the Joker, that's what they call him. You're the one who called me like that. You know, it's because you're that. You don't remember one time you did an interview with me, and I was always, I used to have that smile in my face all the time. He looked at me and said, you remind me of the Joker in Batman. You probably don't remember, you were probably stoned back then. And I was like, oh, really, for real? And all my students were there, they heard about it, and from then, everybody used to call me the Joker. So it's all because of you. That's funny. Do you like the nickname? Yeah, that's alright, it's fun really, because I'm always cracking jokes and stuff like that, so I think it stick quite well with me. You know, I'm not one of those guys who like to be, I'm going to fight you, you know, I'm not like that, you know, I like to crack joke and just take it easy, you know what I mean? So I think it's good. Et donc certains de mes élèves ont entendu ça, ils ont commencé à m'appeler le Joker. Je suis un mec qui aime raconter pas mal de conneries aussi, donc ils ont dit que ça collait ensemble. L'un de mes amis a envoyé ça à Sherdog et a mis surnom Joker, et à partir de là c'est resté. Policeman time! Oh yeah! Policeman time! Les combattants en tout cas ont compris ou comprennent de plus en plus et ils se permettent plus maintenant d'arriver sur le ring comme à l'époque en tant que combattants. Ils arrivent avec un personnage. I'm gonna rock you, babe. Yeah, babe. Straight from the bottom line. Je crois que ça fait mieux avec mes yeux. I'll tell you what. C'est bien. You can cross. Ouais, le premier dragon que j'ai eu, c'était sur mon bras, le dragon vert. Je l'ai eu quand je te disais que j'avais 17 ans. Pareil, il y avait un mec dans mon quartier qui faisait des tatouages comme ça chez lui et tout ça.
Et il faisait ça dans sa cuisine à l'époque, c'était pour s'entraîner et tout ça, quoi. Donc les mecs ils allaient chez lui, se faire tatouer. Donc genre si tu l'attrapais après 5 heures, généralement il était défoncé, donc tu te retrouvais avec, tu demandais une tête de mort, tu te retrouvais avec un clown ou ce que tu voulais, quoi. Ça ressemblait à rien du tout. Et moi je voulais l'attraper de bonne heure, on avait rendez-vous à midi, il s'est pas pointé avant 3 heures, il était encore un peu près à jeun, et donc il m'a fait ça en 2 heures, quoi. Moi, jusqu'au jour où je n'ai pas reçu mon contrat signé de Dana White, j'y croyais pas. Je croyais que c'était une blague. Je crois un mec, il avait fait un faux compte UFC, il me faisait un truc bidon et j'y croyais pas, quoi. C'est le rêve de n'importe quel combattant au monde, c'est de signer un contrat à l'UFC ou au Pride. Un jour, on va faire des photos, le lendemain, on va faire des vidéos. Il y a des chambres qui ont été vidées juste pour nous, pour pouvoir s'entraîner. Donc, tout est là, quoi. Je voulais pas aller là-haut à l'UFC, en donner deux, 1, 2, 3, en prendre une, et puis perdre, et puis dire, ouais, quand même, j'ai fait l'UFC. Non, pour moi, il fallait que je gagne. Si je gagnais pas, ça servait à rien. Donc, j'avais une super pression. Et bon, bah, mon adversaire, c'était pas un rigolo non plus, quoi. Il est explosif, frappeur, il a une frappe sèche, donc il peut me mettre KO à tout moment. Donc, s'il y a l'UFC, c'est pour une raison aussi. Jess Theodore. Il y avait du pipeau en plus à la weigh-in, il y avait beaucoup de monde, je crois qu'ils avaient dit qu'il y avait 2000 personnes. Donc aussitôt, bon, ils appellent tout le monde, tu rentres, t'as les gens qui applaudissent, etc. Donc déjà, t'es dedans, quoi, t'es dedans. Et donc, bon, j'arrive, Dana White qui me serre la main, j'avais même pas percuté, quoi, que c'était Dana White au début. Et aussitôt que la musique elle a commencé, aussitôt que les caméras sont venues sur moi, aussitôt que je suis rentré et j'ai vu tout le public gueuler et tout ça, tous les nerfs sont partis. J'étais pépère. Je me suis dit, ah, c'est bon, je suis à la maison. Et là, je rentre, hop, je viens sur la cage. Et en fait, bon, quand j'ai salué, je suis rentré sur la cage et j'ai embrassé le sol, c'est en fait ces 13 années d'attente qui enfin payent. Et pour moi aussi, la consécration de combat dans l'une, sinon la plus grosse organisation au monde. Et là, il y avait une énergie. Il y avait tout le monde qui gueulait, tout le monde qui voulait me taper dans la main, tout le monde qui était là. Et donc, toute cette énergie, elle gonfle la bloc. Fighting out of London, England, Jess the Joker Leodard. Et lorsqu'il est venu vers moi, j'ai lancé un coup de genou sauté. Et à partir de là, il m'a attrapé la jambe, il m'a amené au sol. J'étais en demi-garde, donc j'ai réussi à le remettre dans ma garde, contrôler ses épaules, contrôler son corps. Et à partir de là, je suis passé sur une clé de bras. He's locked the shoulder. If he can switch that left leg over in front of Sievert's face, and there he does it. Sievert's in trouble. Je lui ai attrapé la jambe et je l'ai amené au sol. Il a tapé tout de suite. Jess the Joker Leodard. He defeats Dennis Sievert and wins his UFC debut. Il méritait de faire partie de ceux qui ont décroché la grosse cagnotte, même si elle n'est pas financière pour l'instant. En tout cas, c'est décrocher ses rêves. Moi, j'espère que ces 3 combats, il les fera cette année, c'est-à-dire il les fera en 2007. Et bien sûr que ce sera 3 victoires et que ces 3 victoires puissent l'amener, pourquoi pas, moi j'espère vraiment, bon c'est peut-être un rêve, mais puissent l'amener vraiment vers un combat pour le titre. Et moi c'est ça qui m'intéresse, de faire une petite virgule, de faire une petite marque dans le sport, peut-être pas au niveau mondial, mais au moins au niveau français, voire au niveau européen. D'avoir fait ma petite marque de ce mec-là, ah ouais je me rappelle au début il était là, il était super fort. Je veux juste faire ma petite virgule, ma petite marque, c'est tout. Pour moi, c'est l'UFC, j'allais faire l'UFC et finir ma carrière là-bas. Et puis ça aurait été une petite touche finale, ça aurait été sympa. Et puis j'ai gagné. Et puis j'ai continué. Et je me suis entraîné à Team Quest. Et les gars m'ont fait réaliser qu'en fait j'avais mon petit niveau. Que je pouvais réaliser avec certains du top dans ma catégorie à l'UFC. Et j'ai pu le voir lorsque je m'entraînais avec des gars, voire même plus lourds que moi, mais reconnus mondialement, des gars qui avaient des ceintures à l'entraînement. Et des fois, je leur mettais un petit peu la pression. Lorsque je suis arrivé là-bas, en fait, on peut dire qu'ils m'ont détruit pour me reconstruire. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé là-bas, je pensais avoir un petit niveau que j'avais, et ils me l'ont dit, mais rien à voir avec, bien sûr, des Dan Anderson ou quoi que ce soit. Et donc, ils m'ont balancé un peu dans tous les coins du gym comme un sac à patates.
qui se passe, c'est qu'on fait 5 rounds de 5 minutes et toutes les minutes on change d'adversaire. Et quand face à nous, on a Matt Lidnan qui nous balance dans tous les coins et la minute d'après, on a Dan Anderson qui nous amène au sol et qui nous ground and pound. Et la minute d'après, on a Mayhem Miller qui vous passe des étranglements dans tous les sens. Le deuxième round, t'es psychologiquement, t'as dit j'ai plus envie d'être là, quoi. Heureusement pour moi, il y a Ryan Parson qui est là-bas, qui est non seulement un très très bon préparateur physique, mais aussi psychologiquement qui nous aide énormément. Parce que pendant la préparation, tu te fais simplement détruire. Des fois, tu as l'impression que tu ne vaux rien du tout. C'est ton erreur. Tu penses plus avoir ta poitrine devant que tes hanches. Et tu le laisses contrôler tes mains. Quand tu es dit, tu dois contrôler, tu vois, il contrôle mes mains. Tu dois contrôler les tiennes. Dès qu'il ouvre, dès qu'il ouvre ses jambes, poitrine. Et toi, ce que tu fais, et là, je ne suis plus Jess qui voulait finir sa carrière à l'UFC. Je suis un nouveau Jess qui est vraiment repris de la rage, tu vois, et qui veut arriver au top et qui veut battre les meilleurs. Il est vrai, tu évolues à l'UFC, il n'y a pas mieux, quoi. C'est regardé mondialement, on a la réputation, on a l'argent, on a les sponsors, on a tout ce qu'il faut. Donc il est vrai que maintenant je suis motivé. Mais c'est comme tout, là j'ai eu un petit moment où j'avais des doutes parce que je m'entraînais ici, parce que j'avais pas l'entraînement qu'il me fallait. Il est vrai que ma préparation à Team Quest était fantastique, mais ça m'a aussi montré que pour vraiment arriver au haut niveau, il faut s'entraîner comme ça toute l'année. Hein. On fait un combat, on gagne, on prend une semaine de repos, on retourne à la salle. Et c'est comme ça qu'on arrive au top. Et moi, ben non, je fais mon combat, je prends une semaine de repos et je rebosse et j'enseigne à ma salle et je fais de la paperasse et je m'occupe de mes élèves et je retourne pas à Team Quest avant 2-3 mois après. Donc c'est-à-dire que pendant toutes ces laps de temps, eh bien, je deviens pas meilleur. Passer plus de temps à Team Quest cette fois-ci. Il est vrai que je vais y passer mon anniversaire, mon Noël et le jour de l'an. Hein, je vais taper avec un marteau sur un pneu au lieu d'aller boire ma coupe de champagne. Mais bon, c'est le prix à payer, hein, c'est ce qu'il faut pour arriver au top et c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Just the Joker, watch out, girl. Shouldn't be hanging with the wrong kind of guy. Hear my soul and you know why, 'cause you know what you see. What you see is what you get. It's what you get. I'm gonna rock you, babe. Yeah, babe. Straight from the bottom line. All right. Everybody run. Everybody hide. Never called the